Bonjour. Bonjour. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon et 5 de ses proches seront jugés en correctionnel les 19 et 20 septembre pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Je me souviens des perquisitions, je me souviens de Jean-Luc Mélenchon brandissant son doigt et menaçant policiers et magistrats. Dites-moi, police politique, disait à l'époque Jean-Luc Mélenchon. Justice politique, dites-vous ce matin ou pas ? En tout cas, d'abord, je voudrais souligner le fait que cette annonce a été faite dans la presse. Il n'y a pas encore de convocation. Oui. Non, mais c'est important de le dire. Non, non, mais totalement d'accord. Au moment des auditions, je rappelle que des journalistes étaient allés au tribunal de Bobigny alors que ça se passait à Nanterre et c'était la presse qui l'avait dit. Donc bon, sur la forme, je pense qu'on est devant un souci qui, au fond, indique bien que nous avons besoin de davantage de garanties pour que la justice soit indépendante du pouvoir exécutif et que les choses puissent avancer correctement dans des normes qui soient des normes démocratiques. Moi, ce que je regrette depuis le début dans cette histoire, c'est que le coup de sang, la colère, la façon dont Jean-Luc Mélenchon et d'autres ont réagi à ce moment-là, mais il fallait voir l'état des perquisitions. Je veux dire, se réveiller un matin à 6h... Vous auriez réagi de la même manière ? Je ne peux pas le dire, comment j'aurais réagi. J'ai redescendu l'escalier parce que voilà, je me sentais pas dans cette façon de réagir, mais c'est un coup de sang qui a été beaucoup commenté, alors que le fond de l'affaire est passé un peu à la trappe. Comment, dans une démocratie, on peut se retrouver avec un tel niveau jamais vu de moyens déployés contre un parti? Mais si Jean-Luc Mélenchon avait fait moins de bruit, peut-être qu'on aurait commenté le fond. Je suis d'accord. Non, avec vous, Clémentine Autain. Oui, sans doute. D'ailleurs, mais... vous-même, vous parlez... Vous dites le bruit et la fureur. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que vous dénoncez, le bruit et la fureur. C'est une question politique, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on est devant un fait de judiciarisation. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que ce procès soit l'occasion d'un grand débat sur les conditions de ces perquisitions et sur notre système politique. Vous avez remarqué qu'hier, il y a eu cette annonce-là, et dans le même temps, on nous annonce que, en revanche, Patrick Stroda, qui est quand même le directeur de cabinet du président de la République. Lui, par contre, alors que, visiblement, quand il s'est rendu devant la commission du Sénat pour rendre des comptes sur Benalla, beaucoup d'imprécisions, des choses fausses ont été énoncées. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un classement sans suite. Le même jour. Vous ne pouvez le pas, deux poids, deux mesures. Oui, le mais deux ça, poids, deux donc mesures. Justice politique. Inquiète. Donc justice politique. Je voudrais des garanties, je vous le dis assez solennellement. Nous voudrions des garanties, et pour l'instant, elles n'existent pas, sur le fait que l'exécutif n'est pas aujourd'hui à la manœuvre, et on sait bien qu'il y a la question de la succession au parquet national financier. Vous le savez, Monsieur Bourdin, c'est quand même pas rien. Bon, et des inquiétudes s'expriment de partout, de savoir qui va être nommé et si le pouvoir présidentiel aujourd'hui n'est pas à la manœuvre pour étouffer des affaires et pour, au contraire, être extrêmement sévère et dans une grande célérité. Je me souviens ce que disait quand même Jean-Luc Mélenchon, la République c'est moi. Oui. C'est ce qu'il disait, non ? Oui, mais quel est le rapport avec mais je ne sais pas. Non, mais je vous dis là... ça. Je ne sais pas, moi. C'est son comportement là qui est jugé en correctionnel les 19 et 20 septembre. C'est pas le fond de l'affaire. Hein ? Oui, c'est l'intimidation. Oui. J'entends bien. C'est normal qu'il soit jugé pour cette intimidation ou pas ? Je pense qu'on aurait pu en rester à un procès. Je dirais dans le débat public, probablement. Maintenant, les juges, moi je respecte les juges. Le procès, il a eu lieu aux européennes, peut-être, en partie. En partie aux européennes. Comment vous dire ? Je ne suis pas sûre qu'il y avait matière tout à fait à poursuivre dans ce cadre, parce que c'est une question politique qui nous est posée aujourd'hui et que, en effet, il y a eu un coup de colère, c'est clair, mais il ne faut pas que ce coup de colère masque le fond. Le fond, c'était une enquête préliminaire du parquet de Paris sur les comptes de campagne de la France Insoumise du candidat Mélenchon en 2017. Oui. C'est le fond. Le fond c'est le fond. Et les conditions d'emploi des assistants parlementaires européens. Oui, alors c'est ce sont aussi deux questions un petit peu différentes. Oui, mais c'était le fond. Voilà, moi, au fond, je ne peux rien vous dire. Non, je ne peux rien vous dire, si ce n'est que je ne vois rien sortir d'incroyable. Et que pendant ce temps-là, le coffre de Benalla, visiblement, n'a pas été retrouvé. Donc, j'insiste sur le deux poids, deux mesures que nous ressentons. Finalement, ça tombe bien. Benalla est le même jour, quoi. Non. Je sais pas. Qu'est-ce qui tombe bien Excusez-moi,
je trouve que ça tombe pas très bien globalement aujourd'hui. Est-ce que vous allez quitter la France Insoumise? Non, je ne vais pas quitter la France Insoumise, et pour une raison simple, c'est que la démarche que nous avons entreprise avec le Big Bang dans la gauche écologiste, que nous voulons populaire, c'est un acte pour fédérer, pour rassembler. Alors on commence par une tentative de rassemblement, de passerelle, en posant un acte de rupture. Voilà. Mais vous dites, c'est une bataille politique et c'est une à bataille l'intérieur de même. conviction. C'est donc une bataille politique à l'intérieur du parti. À l'intérieur et à l'extérieur. Mais aussi à l'intérieur du parti. Bien sûr. Vous pensez que nous allons pouvoir remettre sur pied une solution politique dans la France Insoumise? D'abord, il n'y a pas le droit de courant dans la France Insoumise, donc c'est pas exactement le sujet. Il n'y a pas de droit de courant. Non, il n'y a pas de droit de courant dans la France Insoumise. On n'a pas le droit d'avoir d'autres idées que le leader. On n'a pas le droit d'avoir d'autres idées que le leader. C'est pas. Là, vous parlez d'un fonctionnement. Les courants, c'est un fonctionnement démocratique. Je pense qu'on peut avoir une formation politique pluraliste sans qu'il y ait nécessairement Est-ce qu'elle est des courants pluraliste, constitués. cette formation politique? Je ne cesse de le dire, je pense que nous avons péché par difficulté à faire vivre le pluralisme. Et pour le coup, je suis d'accord avec la phrase de Charlotte Girard qui a quitté notre mouvement et qui interroge et qui dit au fond, est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord à la France Insoumise? Mais la démarche que nous enclenchons avec ce rendez-vous dimanche au Cirque Romanès à 15h à Paris Porte-Maillot, où d'ailleurs, vous verrez, il y aura des représentants de lutte, de mobilisation, des intellectuels, des responsables politiques, aussi bien la parole de Noël Mamère que d'Olivier Besancenot, de Guillaume Balas, de Génération, et d'autres que nous avons impulsé avec ma collègue communiste Elsa Fossillon. Donc, et une table ronde également ouverte aux mouvements sociaux, où Philippe Martinez de la CGT, Aurélie Trouvé d'Attaque, Léna Lazare de Youth for Climate seront présents pour aussi interpeller la politique. Là, Monsieur Bourdin, faut se dire les choses franchement, c'est quoi le sujet? On est sorti des européennes avec un paysage politique qui s'ancre, où on a l'impression que ça se résume à soit le pouvoir en place et l'accélération de recettes austères, néolibérales, productivistes, ou alors une solution autoritaire de repli climato-sceptique incarnée par l'extrême droite. On va quand même pas rester les bras ballants. Donc, moi je dis, le pire serait de continuer comme avant, et je ne veux pas juste être dans un débat dans la France Insoumise. C'est avec la France Insoumise et au-delà de la France Insoumise qu'il faut bâtir une voie d'émancipation. Voilà, à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Je suis consterné par le nombrilisme. Par le nombrilisme de certaines critiques. C'est ce que répond Jean-Luc Mélenchon. Et il s'est adressé à vous. Aucune autoflagellation de convenance, tant à la mode dans la vieille gauche officielle et mondaine, ne viendra abattre notre parti, ne viendra m'abattre. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais je ne veux pas polémiquer. Non, il ne s'agit pas de polémiquer, mais bon... voilà, on ne peut pas dire que le discours de Jean-Luc... Il pense que c'est mondain, que c'est de la vieille gauche, que tous vos rassemblements, tous vos... Très bien. Qu'ils nous disent quel est l'autre chemin que de rassembler. Le sien. Et lequel? Je ne sais pas, moi. Voilà, je suis pas à la France Insoumise. Moi, je dis que dans le discours de dimanche... Et d'ailleurs, il a désigné un successeur, Adrien Quatennens. Donc, c'est le chemin d'Adrien Quatennens. Bon, écoutez, moi, je vous dis les choses comme je les ressens. Je pense qu'une formation politique ne s'enrichit pas quand il y a des départs. Et je constate qu'à la suite de ce discours, c'est encore d'autres départs qui ont été enclenchés. Manon Le Breton. Donc, je ne crois pas qu'on se renforce avec des départs successifs ou avec des oukases ou avec des façons de s'exprimer vis-à-vis de personnalités qui émettent en effet des critiques, mais aussi des propositions. Il faut du débat de fond, il faut se respecter, il faut se parler, il faut s'écouter, se comprendre, avancer. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Un candidat à la France Insoumise en 2022, ça s'impose ou pas? Ce qui s'impose, c'est qu'on ait en tout cas une solution politique qui permette de compter dans le paysage. Voilà. Aujourd'hui, nous sortons des élections européennes affaibli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un candidat de la France Insoumise ne s'impose pas forcément en 2022. Moi, ce que je souhaite construire avec d'autres, c'est un large rassemblement qui nous permette de compter et de pouvoir espérer être au second tour et battre ce duel infernal entre extrême droite et Macron. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que François Ruffin dit, c'est pas évident. Un candidat de la France Insoumise, c'est pas une évidence. Vous êtes d'accord? Non, il n'y a pas d'évidence aujourd'hui. D'abord, moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'on commence par savoir quoi
avant de se demander qui. Alors ça, c'est le problème de la Ve République. C'est peut-être le problème de votre parti aussi. En tout cas, on commence Est-ce par que ce n'est pas le problème de bout du votre film. parti ? Moi, je dis que... Je vous pose franchement la question. Est-ce que ce n'est pas le problème de votre parti ? Qui est un mouvement, d'abord. Ok, de votre mouvement, pardon. Voilà, ouais. De votre mouvement. Est-ce que ce n'est pas le problème trop personnalisé autour de Jean-Luc Mélenchon ? La politique s'incarne, toujours. Oui, Donc non, mais je ne veux pas esquiver. Oui, je veux dire, on ne va pas faire les bisounours. Non, mais n'esquivez pas ma question. Je n'esquive pas votre question. Je pense que la politique s'incarne. Aujourd'hui, c'est un enjeu de ligne et d'orientation politique qui nous est posé. Le score des européennes, franchement, ça a été une douche froide. Pour les militants et pour beaucoup. J'imagine. Donc j'entends bien qu'il faut que la poussière retombe. Visiblement, elle n'est pas encore totalement retombée. Et il faut prendre le temps, un peu de hauteur, et se remettre sur pied avec une stratégie qui permette de trouver une solution qui ne peut pas être seulement sur la base de la France insoumise. Là, moi, je veux vous dire, je m'adresse à tout le monde, à tous ceux qui, dans ce pays, ne veulent plus de l'austérité, en ont ras-le-bol que l'écologie ne soit pas prise en considération, veulent de la justice sociale, en ont marre de ce président des riches, et pour rien au monde ne voudrait voir grandir une solution autoritaire d'un populisme d'une droite extrême. C'est assez simple. Et il y a beaucoup d'énergie dans le pays, mais c'est pas simplement les partis politiques qui ont la solution, c'est une mise en mouvement dans la société. Et dimanche, vous verrez, nous appellerons à ce que partout en France, on ait des réunions de quartiers, de villes, de tout ce qu'on veut, de Big Bang pour créer des passerelles et pour se mettre en mouvement, en dynamique. Si on reste uniquement dans nos querelles de chapelle, d'ego, de je ne sais pas quoi, je vous assure, savoir qui sera en 2022 n'aura pas beaucoup d'intérêt parce que nous ne serons pas à niveau pour compter dans la situation politique. Le Haut Conseil pour le climat a été créé par Emmanuel Macron. À la bonne heure. Oui, il a eu raison. Non ? Ah c'est toujours bien de faire des hauts conseils. Même si ça a été très critiqué, je me souviens. Hein. Oui, non, mais je veux dire... oui, mais à gauche, c'est par vous, par la France Insoumise, justement. Très bien, faisons des hauts conseils. D'accord. Ce que nous critiquons, alors, parce que ce que nous voulons, c'est des actes. Alors, que dit le Haut Conseil ? Pas simplement des conseils ou des rapports, des actes. Alors justement, que dit le Haut Conseil ? Les efforts sont réels, mais nettement insuffisants. La France n'a aucune chance d'atteindre son objectif, pour l'instant, neutralité carbone en 2050. Oui, c'est grave. Là, vous êtes d'accord avec le Haut Conseil, j'imagine. Tout à fait d'accord avec le Haut Conseil. Ce qui montre sa liberté. Je parle de la liberté du Haut Conseil. Oui. Clémentine Autain, la rénovation énergétique des logements, c'est très important. Il y a 7 millions de logements qualifiés de passoires thermiques en France. Il faut faire quelque chose. Alors, le gouvernement propose un dispositif progressif avec une obligation de travaux de rénovation des passoires énergétiques d'ici à 2027 ou 2028. Le compte nettement insuffisant. D'abord, le compte n'y est pas. On sait, vous avez raison, Monsieur Bourdin, de rappeler que c'est un des nerfs de la guerre fondamentaux, puisque 40% de la consommation énergétique, c'est dans le bâtiment, et que un quart des émissions de CO2 proviennent de là. Et là, d'ailleurs, en ce moment, en pleine canicule, réchauffement que nous pouvons voir de façon tangible et douloureuse, on achète des climatisateurs. Voilà, et ça produit là aussi une hausse de consommation d'énergie qui est dangereuse pour le climat. Donc vous voyez, la boucle est bouclée. Donc il faut répondre à cette question. Moi, mon inquiétude globale, c'est qu'on termine par des mesures uniquement coercitives, par la contrainte. Or, ce qu'il faut, c'est changer radicalement de modèle. Donc vous n'êtes pas d'accord avec l'interdiction à la location des passoires énergétiques ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas à des moments des interdictions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce n'est pas assorti, écoutez-moi bien, si ce n'est pas assorti de mesures incitatives concrètes qui permettent aux foyers, qui permettent aux bailleurs de mener ce grand travail, qui d'ailleurs pourrait contribuer à relancer l'activité dans notre économie française, alors nous passons à côté du défi. Voilà. Donc il faut se donner des objectifs ambitieux, mais aussi des moyens. C'est beaucoup trop faible l'argent qui est consacré aujourd'hui en France pour cette transition énergétique. Et les moyens qui sont mis, 40 milliards, ça ne permettra pas d'atteindre les objectifs que nous-mêmes nous sommes fixés. Bien, et c'est-à-dire qu'on se fixe, la France se fixe des objectifs dans le G7, dans le CI, dans la COP21 et ne les respecte pas. Vous savez bien qu'il faut certaines mesures qui sont impopulaires pour faire avancer la cause environnementale. Non, je pense... Non, vous ne pensez pas ? Je vais vous dire... Alors, je vous pose la question. Pourquoi. Interdire la location des passoires énergétiques, oui ou non ? Oui ou non ? Ce que je suis en train de vous dire, écoutez-moi bien, c'est que si l'écologie ne devient pas populaire, on ne va pas y arriver. Mais oui ou non ? Pour que ce soit populaire, il faut que l'effort soit fait, par exemple, en taxant le kérosène. Il faut que l'effort soit fait
Avec des En investissements. taxant le gazole plus. En taxant le kérosène plus. Et le gazole plus. Le gazole, oui, il faut taxer le gazole, je crois. Plus. On ne peut pas s'en sortir de la sorte. Mais le problème, c'est Vous aussi avez changé. pourquoi C'est les pas gens... ce que disait la France Insoumise il y a 2 ans à la présidentielle. Mais bon, oui. Mais écoutez-moi bien. Oui, je vous écoute. C'est que sans arrêt, les solutions qui sont trouvées s'abattent non pas sur le macroéconomique, mais sur des individus qui parfois n'ont pas d'autre solution que de prendre leur voiture. Et le problème du gazole, c'est quoi? Vous le savez bien. C'est qu'il y a eu une époque, on nous a dit acheter du gazole, c'est moins cher. Acheter du diesel, Il y avait une autre idée cher. sur les passoires énergétiques. Consigner 5% du prix de vente d'un bien d'un bien qui est une passoire énergétique pour financer les travaux de rénovation. C'était une bonne idée, ça? C'était une idée qui a émergé en commission à l'Assemblée nationale, puis le gouvernement n'a pas soutenu, finalement. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des députés macronistes qui ont essayé de pousser plus avant, et que le gouvernement, ou pas et que le gouvernement, on essaye de soutenir. Vous soutenez on essaye de soutenir ce qui peut permettre des solutions concrètes et d'avancer. Mais j'insiste sur ce point, Monsieur Bourdin, c'est que vous ne rendrez pas l'écologie populaire si elle n'est pas soutenable économiquement pour la majorité des familles et notamment les plus modestes, et si vous ne faites que de la contrainte et des taxes pour celles et ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Rien sur le taxe kérosène. Vous savez qu'au mois de juillet, le gouvernement va enfin passer à l'Assemblée nationale le CETA, le traité de libre-échange, qui va accroître les échanges entre la France et le Canada. On en a plein avec le GEFTA, le je ne sais quoi, etc. Ça, c'est macro, c'est grave. Parce qu'on sait que la clé aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est la relocalisation de l'économie. Et de ce point de vue-là, le gouvernement n'a absolument pas pris la mesure. Donc il fait du libre-échange, il fait de l'austérité budgétaire au lieu d'investir, parce que quand vous insistez sur la rénovation thermique, mais moi je voudrais que la priorité, ça soit l'investissement public. Pareil sur les énergies fossiles. Est-ce que vous trouvez normal que les banques françaises dépensent aujourd'hui 70% de ce qu'elles donnent pour l'investissement dans les énergies fossiles contre 20% dans le renouvelable? Mais ça tient pas, Monsieur Bourdin. Ça ne tient pas. Donc, il y a aussi la politique industrielle. Regardez le lin. Je vais vous donner un exemple concret. Vous connaissez le lin. Vous savez qu'en France, on est producteur de lin. 80% du lin est produit en France. C'est considérable. Sauf que le lin qui est produit, on l'emmène où maintenant? En Turquie, dans les pays de l'Est, pour faire des chemises ou je ne sais quoi. Pas toujours, mais de plus en plus. Parce qu'on a fermé des industries textiles. Donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de solution. Parce que ça coûte moins cher de fabriquer en Turquie ou ailleurs. Et ben donc, si on ne sort pas des normes libérales qui, aujourd'hui, favorisent le productivisme et nous tirent vers le bas, je vous assure qu'il n'y a pas de solution. Donc, il faut combattre la logique du profit qui n'est pas celle de l'intérêt général humain. Et cet intérêt général humain, aujourd'hui, il est d'une urgence absolument vitale pour tout simplement la préservation de l'écosystème, mais derrière la vie humaine. Est-ce que vous iriez vous baigner en burkini dans une piscine municipale? Non, je n'irais pas me baigner en burkini dans une piscine municipale. Non, vous n'iriez pas. Vous aviez vraiment une inquiétude? Mais non, j'ai pas d'inquiétude. Non, parce que vous avez vu, c'est une revendication communautaire, c'est du prosélytisme. Ces femmes qui, à Grenoble, sont parties se baigner en burkini en plein été. Enfin, en plein été. Moi, avec ces chaleurs. Oui, je vous pose la question. Oui, sincèrement. Alors, j'ai vu vaguement les images. J'ai vu vaguement les images et je ne connais pas. Je crois qu'il y a une association qui est proche des frères musulmans, hein, vous le savez. Probablement. Je n'ai pas regardé toutes les informations là-dessus, mais c'est tout à fait possible. Après, il faut être dans des logiques de règles qui nous permettent de ne pas faire des polémiques qui s'enflamment, parce que le burkini, chaque année, enfin, je veux dire, il y a une polémique qui s'enflamme. Mais c'est volontaire, non? Est-ce que vous pensez que c'est volontaire de la part de ces associations? Oui, ma question... Je vous pose la question, est-ce que c'est volontaire ou pas? Probablement. Probablement. Oui, probablement. Il y a un règlement dans la piscine. Mais comment on se sort de ça, Monsieur Bourdin? On fait respecter le règlement, non? Oui, mais le règlement, il repose sur quoi? Je vais vous donner un exemple. Hygiène et sécurité. Exactement. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, et d'ailleurs le défenseur des droits en France, ont déjà été questionnés sur cette affaire de burkini dans les piscines et disent que ce serait contraire au droit que de l'interdire. D'accord? Bon, ça... Vous êtes d'accord avec ça? Je prends acte du fait qu'il y a une alerte sur les droits. En revanche, il y a bien une question d'hygiène qui se pose. Oui. Et moi, j'avoue que j'ai... Ah, mais Monsieur Bourdin, j'ai pas...
Non, je ne sais pas alors, je vous pose la question sur l'hygiène. Mais alors, je vous pose et je dis juste que l'ampleur prise par cette polémique me paraît disproportionnée, démesurée. Et deuxièmement, contre-productif. Parce que si c'était une provocation et que tout le monde rentre dedans en cristallisant un débat, l'électrisant, j'ai peur que ça se reproduise dans de très nombreuses piscines et qu'on ne trouve pas de solutions qui nous permettent de vivre le règlement ensemble. Et d'imposer et de mettre des amendes si on ne respecte pas le règlement. Pardon, on ne va pas se vigner en short dans des piscines, c'est interdit. Et on doit mettre un bonnet, etc. J'ai une dernière question à vous poser. Un règlement doit être respecté, mais voilà, il y a une alerte. Non, il y a une alerte. Alors, je pose une dernière question sur le sujet, puisque, comme vous me dites, on ne va pas faire... C'est la fin. Doit-on permettre aux femmes vêtues de burkini d'accéder à toutes les piscines de France? Oui ou non? Je pense que c'est une question qui suppose de trancher entre l'hygiène et Mais je vous pose la question, vous, oui ou non? Est-ce qu'on doit permettre aux femmes vêtues de burkini d'accéder à toutes les piscines? Je ne sais pas exactement comment sont les burkinis et j'avoue que je n'ai pas la réponse sur la question de l'hygiène. Je vous le dis sincèrement. Voilà. Je dis que la crispation autour de ça est vraiment un problème parce que j'ai l'impression qu'on fige des débats, qu'on essaye de faire des camps et qu'on n'a pas une solution pour rassembler. Ceci dit, c'est pas la même chose que dans la mer. Je prends au sérieux les questions d'hygiène et les questions de réglementation qui permettent que nous puissions vivre ensemble correctement, les uns avec les autres, sans discrimination, mais aussi dans le respect de ce qui nous permet d'être ensemble. Merci Clémentine Autain d'être venue nous voir ce matin, il est 8h55.